Bonjour et bienvenue dans Diasporique, le podcast média de RC qui donne la parole aux Gabonais de l'extérieur, ces bâtisseurs de l'ombre que l'on connaît peu mais qui comptent. Je suis Abeka, votre serviteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Bouboti Bading, une Gabonaise au cœur du raffinement européen. Elle vit au Royaume-Uni, à Londres, où elle pilote la relation clientèle pour une prestigieuse maison française de luxe. Mais derrière le glamour, il y a aussi un regard, un lien avec le pays d'origine et une réflexion sur la place de la diaspora dans le développement du Gabon. Bouboti Bading, bonjour. Pour celles et ceux qui vous découvrent, pouvez-vous nous retracer votre parcours? D'où venez-vous et comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Bonjour, tout d'abord merci de m'accueillir sur la plateforme Diasporique. J'en suis très honorée. Je me présente, je suis Moboti. J'ai un garçon de 11 ans et ça fait plus de 15 ans que je suis installée sur Londres. En ce qui concerne ma situation professionnelle, je travaille pour Diptyque, qui est une entreprise de luxe française. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est bougies, parfums de luxe, décoration d'intérieur, parfums d'intérieur. Et je m'occupe pour eux de tout ce qui est relations clients pour toute l'Europe. Je travaille principalement sur Londres, mais il m'arrive de faire des déplacements sur Paris. Mon titre exact est Customer Success Executive. Et à mon propre compte, je fais du consulting dans le corps de mon métier qui est Customer Success, bien sûr, donc satisfaction client. Et pour exemple concret, en ce moment, j'ai un contrat avec une entreprise guinéenne pour laquelle je suis en charge de tout ce qui est l'installation en fait de leur service relation client. Donc je suis en charge du recrutement des nouveaux agents, de la formation des nouveaux agents. Le but est de faire en sorte qu'ils aient un service client de qualité et qu'ils fournissent la meilleure prestation possible, tout simplement. Alors, pour Diptyque, comme pour votre compte personnel, vous êtes Customer Success Executive. J'espère que j'arrive à prononcer cet anglicisme. Mais en quoi consiste exactement votre rôle et comment rendre ça plus intelligible pour nos auditeurs qui sont francophones? Mon rôle au sein de Diptyque consiste à faire en sorte que l'expérience client se passe au mieux. Ça passe par la mise en place de stratégies, de mise de réponses aux clients, supporter les équipes boutiques afin qu'elles répondent au mieux aux clients, travailler avec différents départements tels que la logistique, le CRM, l'e-commerce, afin que l'expérience client de A à Z se passe au mieux, piloter différents projets afin bien sûr que toujours l'expérience client de A à Z se passe au mieux. Donc ça peut être des projets sur l'ouverture de d'une warehouse qu'on appelle un dépôt ici à Londres. Ça peut être des projets sur le changement du prestataire au niveau de l'acheminement des colis en France, par exemple, ou alors dans d'autres pays européens, au lieu de passer par concrètement Chronopost, passer par DHL, par exemple, parce que ils sont meilleurs que Chronopost. Piloter ce genre de choses. Alors, expliquer comme cela semble assez complexe. Est-ce que vous rencontrez des défis spécifiques à cette fonction, Moboti? Au moment, je ne rencontre pas de challenge spécifique. Je pense que les challenges que je rencontre, c'est plutôt la gestion de la vie familiale et professionnelle. En même temps, Londres est une ville très dynamique et le travail aussi c'est un environnement aussi très dynamique. Donc, il faut pouvoir trouver, en tant que femme, euh, qui éduque un enfant à Londres, trouver le bon équilibre. Ça, je pense que ça peut être très challenging de temps en temps. En tant que femme noire élevant un enfant, c'est entendu, mais en tant que femme gabonaise à Londres.
Est-ce que ça représente une pression particulière, Moboti? En tant que femme noire, je pense que c'est une chance de travailler à Londres où ils sont très sensibilisés sur les lois, le mental health, donc la santé mentale, les minorités, la diversité, tout ce qui est inequality. Donc, ce sont des choses où on a de l'éducation, des formations au quotidien afin de pouvoir respecter cela. Parce que à Londres, ils sont très à cheval là-dessus comparé à la France. En France, je pense qu'en tant que femme noire, ce serait un peu plus difficile d'évoluer dans mon domaine. Alors qu'ici, je pense que tant que tu leur fais gagner de l'argent, les Anglais sont contents et ils mettent en place un environnement pour que tu sois au mieux pour leur faire gagner de l'argent. C'est peut-être un avantage ou un désavantage, je ne saurais trop le dire. Mais bon, bref, à ce niveau-là, je pense que travailler, en tant que femme noire, travailler à Londres, a ce n'est pas aussi challenging que ça. Effectivement, je pense que dépendant du niveau social que tu atteins, il y a plus de challenges, mais ça, je pense que c'est partout pareil. Et il faut pas. Je pense que la femme noire, nous avons historiquement beaucoup de challenges, mais je pense que par l'excellence, l'apprentissage, on y arrive. Euh, je pense en tant que femme noire, on est toujours mieux chez soi qu'ailleurs, honnêtement. Donc, je pense qu'on aura toujours plus, j'aurai toujours plus d'opportunités, par exemple en Afrique qu'ici. Et c'est pas un débat, quoi. Donc, voilà. Pour moi, l'Angleterre reste un pays où j'apprends, un pays transit. Et j'espère mettre cet apprentissage au service de mon pays pour pouvoir permettre le développement de mon pays. C'est peut-être utopique, mais c'est quand même le but final. Effectivement, Moboti, ça tombe bien que vous gardiez cette idée dans un coin de votre esprit, parce que au Gabon, autant dans l'administration publique que dans l'administration privée, la satisfaction client est un véritable problème. Vous êtes au courant? Je pense que dans le domaine dans lequel je suis, dans tout ce qui est relation client, ce n'est pas connu, ce n'est pas développé en Afrique, comme je le disais un peu plus tôt. Donc tout reste à faire. Il est très important euh, de, de, de bien servir le client. Le client, ça peut être même dans une administration, hein, de bien le servir, de bien l'accompagner. Le client, il n'est pas là juste pour acheter quelque chose. Euh, et c'est ce que j'apprends surtout dans le domaine dans lequel j'évolue, dans le luxe. Le client, il n'est pas là pour acheter simplement, il veut être accompagné. Il achète tout un héritage, il achète toute une histoire. Et mon travail au sein de Diptyque, c'est faire en sorte qu'il soit satisfait par la qualité du produit, par l'histoire, qu'il y ait un suivi, qu'il soit accompagné tout simplement. Une fois que le client est accompagné et qu'il est satisfait, il reste et il continue à dépenser. Donc l'argent reste dans la marque. Il en parle autour de lui. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que le client. Donc, il en parle autour de lui parce qu'il est satisfait et il ramène ces personnes qu'on continue à satisfaire et c'est un cercle vertueux, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça continue et ainsi de suite. Et puis voilà, c'est une histoire, c'est de la qualité, c'est le suivi que le client de luxe achète. Et on n'a pas besoin d'offrir cette qualité de service que domaine du luxe, on peut aussi l'offrir, le mettre en place dans une administration. Hein. Je vois un petit peu ce qui se passe, ne serait-ce que pour faire des papiers dans l'administration au Gabon, le passeport par exemple. Hein. Si le client est accompagné, et éduqué et servi correctement, celui qui vient pour faire son passeport, je pense que les choses se passeraient de façon plus smoothly, comme on dit ici. Donc, ça glisserait tout simplement. Il n'y aurait pas ces délais d'attente. Et pour éviter ces délais d'attente, il y a des mécanismes à mettre en place. On voit ce qui ne marche pas, on travaille là-dessus, on fait un suivi, on améliore. C'est tout. On respecte le client.
Et puis le client, il revient, il est satisfait et il y a moins de frustration, on va dire. Donc voilà, c'est un petit peu ça le but de ce que je fais et je pense que c'est quelque chose qui est applicable à tous les domaines et qui n'est pas encore développé au Gabon, par exemple, et qui devrait se développer à tous les niveaux parce que le client est roi, tout simplement. Travailler dans l'univers du luxe, était-ce un rêve ou plutôt une réalité qui s'est imposée avec le temps? Et d'ailleurs, est-ce que vos origines gabonaises ont été un atout, un défi ou peut-être les deux dans ce parcours international? Parce qu'on s'imagine bien qu'on ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe hein, pour travailler dans un milieu très sélect et au Royaume-Uni. Alors, quelle étude avez-vous faite pour atterrir donc dans cet univers? D'abord, du customer service et ensuite dans le luxe. Alors, en ce qui concerne mon parcours de vie, je ne dirais pas qu'il a été atypique et vous le comprendrez par la suite. Je commence à faire mon école primaire au Gabon, à Libreville exactement. Ensuite, je fais mon secondaire, une partie de mon secondaire à Libreville toujours. Je fais un an euh, au Bénin, à Victor Ballot. C'est une année charnière où je rencontre des personnes magnifiques, une communauté gabonaise essentiellement magnifique. D'ailleurs, nous sommes toujours en relation et c'est beau de voir ce qu'ils sont devenus pour la plupart. Voilà, donc c'est une année charnière, comme je disais, et dont je me souviendrai toute ma vie. Après Victor Ballot, je fais mon BEPC au Collège Bessieux, donc je repars à Libreville. Et après mon BEPC, je fais la seconde et ma mère a la ingénieuse idée de nous envoyer, ma sœur et moi, continuer nos études en France. Donc en France, notamment à Perpignan, je fais ma première et mon bac. Et je fais mes années universitaires à Toulouse, cette fois-ci, où j'obtiens une licence en AES, Administration économique et sociale, spécialité administration et gestion des entreprises. Après mon diplôme, c'est le vide parce que je ne sais pas quoi faire. Je me dis, mais je ne suis pas inspirée, je sais pas quoi faire. Et j'ai la chance d'avoir ma sœur qui fait ses études à ce moment-là à Londres. Et je me dis, ben, pourquoi pas découvrir Londres. J'étais pas du tout intéressée à la base. C'est juste, j'ai l'opportunité d'y aller et j'y vais. Donc, je m'installe à Londres. Grâce à la double nationalité, on s'installe et facilement à Londres, les Français notamment. Et donc, c'est comme ça que j'atterris à Londres où je découvre une nouvelle langue, une nouvelle culture, des nouvelles opportunités en fait. Et je suis vraiment sous le charme, le dynamisme, le tout. Il faut savoir que j'ai toujours fait anglais depuis le primaire, hein, mais quand j'arrive à Londres, j'écris bien en anglais, mais je ne parle pas du tout anglais. Et donc, je repars de zéro. Malgré tout, tous ces challenges, j'arrive à avoir ma première opportunité dans le marketing. En tant que marketeur B2B pour un cabinet marketing comptable. Je suis à ce moment-là dans le marketing pur et dur, business development, une expérience que j'ai trouvée assez éprouvante. Et je démissionne. Et après, j'ai eu une expérience de 4 mois dans un autre pays européen. Je m'y attendais pas du tout. Je saute sur l'opportunité, on va dire. C'est un contrat de 4 mois pour une compagnie de booking online, donc e-bookers. Et si le contrat se passe en Pologne. Ce sont 4 mois aussi décisives. Pourquoi? Parce que c'est ma première expérience dans tout ce qui est service à la clientèle.
je tombe amoureuse et c'est comme ça que je commence mon expérience jusqu'à présent d'ailleurs dans tout ce qui est customer success en fait. Donc ça part de là. Après, quand je reviens de Pologne, j'ai un contrat à Bookatable. Donc, on est à ce moment-là dans tout ce qui est restauration. En fait, je travaille pour le guide Michelin. Donc, si vous voulez, j'étais en charge d'une équipe de 6 personnes. Notre but était de fournir un service aux chefs étoilés basés en France. Donc, c'est ma première expérience vraiment dans le domaine du luxe, mais côté restauration. Après Bookatable, je suis embauchée à Diptyque. Et un Diptyque qui est un secteur d'activité complètement différent, vous l'aurez compris. On n'est plus dans la restauration, on se retrouve dans du branding. D'abord, c'est une marque qui existe depuis 1961, mais qui n'arrête pas de se renouveler, qui a une histoire derrière. Donc, j'apprends de cette histoire, j'apprends du branding, du produit, des très bons produits, des produits de qualité avec leur code. Et l'ouverture de magasins, le service en ligne aussi, e-commerce, j'apprends de tout ça. Et c'est une très très belle expérience qui continue à me nourrir et qui en quelque sorte confirme ma vocation pour ce côté du marketing qui est le service à la clientèle. Il faut savoir que la satisfaction client et le nouveau marketing, qui dit un client satisfait, et c'est un client qui reste et qui continue à dépenser pour une marque, par exemple, pour un produit, qui reste fidèle et qui en parle autour de soi. Et en parlant autour de soi, parce qu'il est de façon positive, il attire de nouveaux clients. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de nouveau marketing. Et je suis toujours émerveillée par ce côté et que je mets maintenant à mon propre service. Je mets cette connaissance à mon propre service en faisant du consulting et de pointe, si vous voulez. Je fais en sorte que les personnes qui ont besoin de mes prestations aient la possibilité d'offrir un service relation client de qualité, de pointe et qui porte ses fruits tout simplement. C'est quelque chose en Afrique que nous ne connaissons pas encore et j'espère un jour pouvoir mettre mes connaissances au service du Gabon. En tout cas, voilà qui nous fait une très belle transition. On va évoquer votre lien avec le Gabon. Quand on est absorbé par une carrière internationale, il peut être difficile de garder un lien vivant avec son pays d'origine. Et quel est aujourd'hui votre rapport personnel avec le Gabon? Alors, mon lien avec le Gabon est très proche. C'est mon pays d'origine. Et comme je le disais tout à l'heure, on est mieux chez soi qu'ailleurs. C'est pas un débat. Donc j'essaie d'être le plus proche possible du Gabon et je fais en sorte que mon fils, et j'ai cette responsabilité, soit proche du Gabon. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est très important. Il n'est pas seulement important d'aller au Gabon, voir les plages et puis rester comme ça. Non, 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 non. Il faut connaître ses origines, il faut connaître sa culture, ses traditions. Et on a des traditions très fortes, très ancrées. Et je discutais dernièrement avec une amie. Je disais que ma grande peur, si on continue comme on fait, on est en train de perdre nos traditions parce que les traditions ne se perpétuent pas correctement, surtout. Chez nous, les Pounous, parce que je suis d'ethnie Pounou, nous avons des traditions pour se marier, pour enterrer nos morts. Et
Je pense que si même ceux qui sont sur place n'ont pas l'air de s'intéresser à ces traditions, il y a vraiment que très peu de gens dans la famille qui seront enterrés proprement et correctement les morts. Nous, les jeunes, on a l'impression qu'on déforme un petit peu et c'est le constat dur que je fais. Et c'est pareil même pour le mariage à la coutume. Hein. Les gens se marient à la coutume. On a plus l'impression que c'est une transaction au lieu de garder le symbole qu'il y avait avant avec les traditions, ce que cela implique, même en termes d'accompagnement dans le couple et tout le reste. On a de très très belles traditions. Des très belles traditions qu'il faudrait qu'on garde et qu'on doit perpétuer, nous les jeunes. Et c'est très très important pour moi de perpétuer ces traditions bantou, pounou, à mon fils. Moi, je vais prendre un exemple qui est très marquant. C'est moi, mon prénom, c'est Mouboti. Quand je dis que je m'appelle Mouboti, c'est mon prénom. Ce n'est pas mon nom. Et mon nom a été moqué et risé le plus chez moi au Gabon. Mais je continue cette tradition de donner un nom Pounou, par exemple, à mon fils qui s'appelle aussi Dimengui parce que je trouve que c'est très important. Moi, ce prénom, pour moi qui ai vécu très longtemps à l'étranger, ça m'a aidé à me rapprocher de mon pays, à connaître ma tradition, à voir l'importance que ça a apporté à mon identité, tout simplement. Il n'y a pas débat. C'est mon identité. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Mon identité, c'est beaucoup de choses. Donc, mon pays, c'est mon identité, c'est ma tradition, c'est ma culture, c'est très important. C'est tout. Et tradition que j'ai la responsabilité de perpétuer au niveau de mes enfants. Donc, ça, cette dimension-là, qui est sacrée, qui est importante, que je ne dois pas perdre, en fait. Le Gabon, c'est ça que ça représente pour moi. La terre-mère, la tradition, mes origines. Alors, Mouboti, j'ai envie de dire Niboti, parce que ça me fait sourire, puisque je porte également un prénom pour nous, Adila. Et donc, voilà pour la digression. On entend souvent dire que la diaspora est une chance, une ressource stratégique pour le Gabon. Mais au-delà des discours, comment cela peut-il devenir une réalité? Le gouvernement gabonais parle aujourd'hui de mobiliser les compétences de la diaspora. Est-ce que vous y croyez? Quelles conditions faudrait-il remplir pour que cela fonctionne, selon vous? Et vous sentez-vous concerné par cet appel, investi, voire responsable d'une certaine manière? Est-ce que vous seriez prête à terme, je sais que vous l'avez dit tout à l'heure, à vous investir davantage au Gabon? Et sous quelle forme? Mentorat, entrepreneuriat, investissement, retour tout simplement. Alors, je pense que c'est une très bonne initiative du nouveau gouvernement de mettre des mécanismes en place, de tenir compte de la diaspora, parce que la diaspora est une ressource non négligeable. La diaspora a appris de l'extérieur. Il serait intéressant enfin qu'ils mettent au service de l'État gabonais ce qu'ils ont appris à l'extérieur, tout simplement, pour participer au développement du pays. C'est très important. Je pense que jusqu'à présent, on n'avait pas la possibilité de le faire. Ce n'était pas facile en tout cas. On n'avait pas les mécanismes en place. Donc, qu'il y ait maintenant quelque chose en place, même si ce n'est qu'un début et que j'espère que ça va bien se passer parce que bon, pour le moment, on n'est qu'au tout début. Je pense qu'il est très important de voir la diaspora telle que de ressources sur laquelle on doit compter et sur laquelle il faut se servir pour faire en sorte que le pays se développe. Hein. On a vu un petit peu ce qui se passe en Chine. Ils ont beaucoup appris de l'étranger pour être là où ils en sont maintenant. La Corée, pareil. Hein. Donc, pourquoi pas nous? La diaspora est très importante et une ressource très importante. Il faut l'utiliser. Et pour ça, il faut mettre des mécanismes en place, des stratégies pour faire en sorte que la diaspora arrive s'exprimer et à mettre son savoir-faire au service de l'État.
Moboti Bading, encore une fois Diboti. Merci donc pour ce moment dans ce podcast de Média 2AC dédié à la diaspora. Je rappelle que vous êtes Customer Service Executive chez Diptyque à Londres au Royaume-Uni. La diaspora gabonaise a des visages multiples, mais une même volonté, contribuer autrement et avec exigence. À bientôt dans Diasporique.